J'appelle maintenant Thierry Gendre et Thierry Desmarais à la tribune, s'il vous plaît, pour entamer notre dernière mini-table ronde. On va traverser les mers, puisqu'on va aller en Outre-mer cette fois, pour découvrir, pour certains, un marché qui ne ressemble pas du tout à celui qu'on peut connaître en métropole. Donc Thierry Gendre est responsable marketing à ma gauche directement, et partenariat de EDF, Direction des systèmes énergétiques insulaires, et Thierry Desmarais, ou Desmarais, est président de Sirius Solar Industries, qui est fabricant de chauffe-eau solaire. Donc, Monsieur Gendre, vous allez commencer par nous brosser un peu la situation pour voir en quoi elle est aussi différente de celle connue en métropole. Si j'arrive à trouver votre première... qui ne doit pas être intégré du coup. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, oui. Qu'est-ce qui explique d'abord, quel est l'état des lieux du solaire thermique en Outre-mer, et puis qu'est-ce qui explique que ça s'est développé de cette façon? Alors, tout d'abord, il faut expliquer un petit peu le contexte énergétique dans les ZNI. Ce qu'on appelle les ZNI, c'est les zones non interconnectées. On se retrouve avec un coût de production qui est en gros 3 fois supérieur à celui de la métropole, et avec par ailleurs une péréquation tarifaire qui fait que la commercialisation est la même qu'en métropole. Donc forcément, on vend pas très cher quelque chose qui coûte très cher, donc il y a des pertes. Donc tout kilowattheure vendu dans les territoires d'outre-mer génère une perte à peu près équivalente au chiffre d'affaires, donc c'est vraiment très important. Alors cette perte est compensée via la CSPE, la contribution au service public de l'énergie, mais malgré tout, on a obligation naturellement de baisser les consommations dans les territoires. Donc c'est important parce que ça va expliquer une partie des mécanismes qui ont été mis en œuvre et qui ont permis aussi le développement du solaire. Après, nous sommes dans des territoires qui sont naturellement propices au solaire. Il y a du soleil, il fait chaud, la température de l'eau est naturellement plus élevée qu'en métropole, puisqu'on est entre 21 à peu près, c'est ça, hein, sur la Réunion, et puis 28 à 30 degrés sur la Guyane. Donc forcément, on part d'une température plus élevée, donc il y a moins besoin d'apports solaires complémentaires. Inversement, les gens ont tendance à prendre des douches ou des bains légèrement plus froids, donc le besoin d'eau chaude est un petit peu plus faible. Donc les deux conjugués favorisent le solaire. Et puis, on a aujourd'hui une part importante de la population qui n'a toujours pas d'eau chaude sanitaire. Certains territoires comme Mayotte et la Guyane, on a encore des taux de plus de 40% de la population qui n'a pas d'eau chaude sanitaire. La température naturellement élevée de l'eau froide explique en partie cette situation. Et du coup, les systèmes que l'on met en place en Outre-mer ne sont pas non plus ceux qu'on installe en métropole? Non, effectivement, le fait d'avoir peu de besoins, des conditions favorables, fait qu'on a pu développer dans ces territoires des solutions de chauffe-eau solaire, notamment de chauffe-eau solaire individuel, qui sont assez simples. On va avoir essentiellement des thermosiphons qui représentent 90% à peu près du marché. Et puis sur la zone antillaise et un petit peu sur Mayotte, on a ce qu'on appelle des autostockeurs. C'est vraiment le rudiment du chauffe-eau, hein, parce que c'est en gros une bassine avec un tuyau dedans et une plaque de verre par-dessus. C'est très rudimentaire, ça ne coûte pas très cher, mais malgré tout, ça marche bien dans certains territoires. Donc ça permet d'avoir des installations avec des prix qui sont très faibles, comparativement à la métropole, hein, parce qu'on va se situer entre 1 300, 1 400 euros jusqu'à 3 000 euros pour les installations les plus onéreuses. Mais la moyenne est plutôt aux environs de 1 500 à 2 000. Alors quels sont les taux de pénétration sur les différentes régions du solaire thermique, pour qu'on voit un peu la différence avec la métropole? Alors, les taux sont nettement supérieurs. Si je prends sur la maison individuelle, qui a été le segment qui s'est développé le plus rapidement, après plus de 20 ans de pratique du chauffe-eau solaire, parce que les premiers ont été installés dans les années 90-95 à peu près, hein, c'est vraiment le début du boom du solaire. On a aujourd'hui des taux qui varient de 10% pour les
les départements les plus en retard, à plus de 60% à La Réunion. Donc si j'essaye un peu plus, La Réunion doit être à peu près à 65% de part de marché. Les Antilles, aujourd'hui, se rapprochent des 40%, un petit peu plus sur la Guadeloupe, qui a un gros boom depuis 2-3 ans. Et puis la Guyane et Mayotte sont plutôt à la traîne. Mais bon, c'est lié aussi au contexte économique qui est beaucoup plus défavorable, avec une population en grande précarité, donc qui n'a pas du tout de moyens d'investir. Et là, on est plus proche, effectivement, des 10%. Mais, quels que soient ces territoires, on a une croissance continue et qui décolle plus particulièrement depuis 3-4 ans sur la zone anti-Guyane, notamment. Alors, qu'est-ce qui a fait le succès de ces programmes solaires? Quels ont été les facteurs qui ont permis de soutenir cette filière en Outre-mer? Alors, il y a eu tout d'abord une volonté politique, et ça c'est important de le souligner, de l'ensemble des acteurs qui sont sur ces territoires. Donc, on a dans chaque territoire ce qu'on appelle des comités MDE, anciennement PTME, des plans territoriaux de la maîtrise de l'énergie, où on va retrouver la région, l'ADEME locale, EDF en tant que fournisseur unique d'énergie, enfin d'électricité, et puis parfois d'autres acteurs comme certains syndicats d'électrification. Et donc tous ces acteurs-là ont eu une vision commune de développement du solaire pour diverses raisons, notamment celle que j'ai expliquée au démarrage, du fait que l'énergie électrique vendue était très chère. Il n'y a pas de gaz en plus sur ces territoires, donc le seul moyen de produire de l'énergie eau chaude en dehors du solaire, c'est l'électrique. Enfin, au moins à coût raisonnable. Donc voilà, tout le monde partageait le même objectif de réduction de la consommation, et donc le solaire était naturellement la solution idéale pour ces territoires. Est-ce qu'il y a des mesures particulières au niveau, qui ont été introduites, qui ont permis un décollage réel? Et à partir de quand? Alors, tout à fait. Donc, dès les années 95 à peu près, on a mis en place des systèmes de primes, donc, qui ont permis de développer le chauffe-eau solaire. Donc, c'est des primes spécifiques à ces départements qui viennent en complément de ce qu'on a pu voir se développer par la suite, comme le CITE, le PTZ, etc. Donc là, c'est des aides qui, au début, étaient relativement modestes. Enfin, modestes. Elles étaient quand même significatives, mais on était aux environs de 300 € à peu près par ballon, par saisie. Aujourd'hui, avec les nouvelles réglementations, notamment une délibération de la CRE, on a possibilité de monter bien plus haut, parce qu'on peut dépasser 1 000 €, donc pratiquement les 2/3 du prix du ballon, sur certains types de territoires et certains types de clients. Est-ce que dans ce... Alors, j'ajouterais un élément qui a été très important aussi dans le développement du solaire, c'est le mécanisme de ce qu'on appelle la vente par abonnement. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre un ballon d'eau chaude, on a vendu de l'eau chaude, un service de vente d'eau chaude avec un mécanisme de défiscalisation propre aux Outre-mer. Et l'avantage de ce système-là, c'est que ça permettait à beaucoup de clients qui n'avaient pas les moyens d'investir de pouvoir mettre 20 €, 30 € par mois pour avoir de l'eau chaude. Avec un deuxième avantage, c'est que le chauffe-eau était garanti du coup pendant 8 ans, 10 ans, 12 ans, suivant la durée du contrat. Et donc, ça me garantissait une certaine fiabilité du matériel et de la qualité de la pose, parce que celui qui installait le matériel n'avait pas du tout envie de revenir toutes les 5 minutes faire de la maintenance. Comme le coût d'installation n'est pas très élevé, le coût de maintenance, enfin, le coût du déplacement revient proportionnellement très cher. Donc, ça a naturellement développé un marché de pose plutôt de bonne qualité. Et ça, ça a été un facteur de développement assez fort. Ce mécanisme est toujours en place aujourd'hui ou pas? Alors, le mécanisme a un petit peu perdu d'intérêt avec l'arrivée du CITE, donc du crédit d'impôt. Et puis là, depuis 3-4 ans, il revient en force parce qu'il a un certain nombre d'intérêts. Alors, on va passer au constat du côté de l'industriel avec Monsieur Demaret. Comment est-ce que ça s'est traduit sur l'activité de votre entreprise? Quelle est la quantité de chauffe-eau solaire installée par an dans ces régions?
Alors, le changement, enfin, le boom effectivement qui a démarré en 95-96 était sous deux effets, donc la prime EDF et la mise en place de la défiscalisation, ce qui a permis donc de passer, d'enlever le frein de l'investissement. Ça a été un effet de levier énorme, grosso modo, pour prendre l'exemple de la Réunion. Dans les années début 90, le marché était de l'ordre de 400 chauffe-eau solaires. On est passé en 96 à 4000 chauffe-eau solaires dès la première année, et ensuite à 6000 et 8000 chauffe-eau solaires par an. Donc, et maintenant, est-ce que c'est stabilisé? Jusqu'à même 12 000, effectivement. Bon, c'est redescendu un peu, ça s'est stabilisé autour des 8 000 en ce qui concerne la Réunion. Sur les Antilles, il y a eu également ce même phénomène. Alors, au démarrage, dans des proportions un peu moins fortes, qui est en train d'être rattrapé là, depuis effectivement 2-3 ans, sous l'effet de l'augmentation de la prime EDF. EDF, là, depuis 2017, a fortement augmenté ses interventions. Donc on sent bien que dès qu'il y a une incitation, au départ, qui était... Enfin, avec le système d'abonnement, un mécanisme financier très important. Donc ça a basculé. Et encore aujourd'hui, avec un soutien financier et moral, je veux dire, le fait d'avoir en plus une subvention qui vient d'EDF, ça donne une caution de sérieux et de soutien du marché qui est très forte. Sans ces accompagnements, le marché se serait quand même développé. Hein, vous voyez, bon, avec en plus la RT 2010, enfin la RTA de 2010 qui s'applique dans les DOM, qui a rendu obligatoire le chauffe-eau solaire dans les nouvelles constructions. Ceci dit, ce n'est venu que renforcer le marché, la dynamique, mais qui était déjà très forte avant même cette obligation d'équipement. Quel a été l'impact sur la création d'emplois et la professionnalisation de la filière ? Alors, je reprends encore l'exemple de la Réunion. À partir du moment où il y a eu ce boom du chauffe-eau solaire à partir de 96, s'est créé en 3-4 ans 3 usines de fabrication de chauffe-eau solaire. Sur les Antilles, moins. Enfin, il y a l'autostockeur qui est fabriqué sur place. Mais effectivement, sur l'emploi, ça a été énorme. Aujourd'hui, je crois qu'on peut considérer que l'emploi sur le solaire thermique, sur ces zones-là, c'est environ entre 1000 et 1200 personnes qui travaillent à plein temps sur ce secteur. Pour donner une idée, il me semble, je n'ai pas les chiffres précis en tête, mais le marché de l'outre-mer pour les petites installations est de l'ordre de 70 000 m² en 2018, quand on est autour de 50 000 en métropole, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça, oui. Donc c'est tout de même... Oui, on est sur un rythme d'à peu près entre 30 et 40 000 chauffe-eau par an sur cette année. Alors l'an dernier, et puis c'est à peu près ce qu'on a dans les tuyaux cette année, à comparer à il y a 3-4 ans, on était encore qu'à 15 000. Donc il y a un vrai décollage là, sur les dernières années. Donc est-ce qu'on arrive à un marché naturel du solaire thermique dans ces zones-là ? Je ne pense pas qu'on puisse parler de marché naturel. Si les aides qui existent aujourd'hui venaient à être supprimées du jour au lendemain, ça secouerait sacrément le marché. Oui. Là, on l'a vu, il y a une évolution justement du fait d'un texte de la Creux qui est sorti l'an dernier, avec une baisse de l'intervention d'EDF sur les chauffe-eau solaires qui sont financés via la défiscalisation. Ça fait un impact sérieux sur l'activité. En fait, c'est toujours pareil, c'est qu'un marché subventionné, bon, c'est une chose, hein, pour pouvoir le lancer, le développer, l'aider. Si ensuite les aides doivent évoluer, il faut qu'elles évoluent lentement et pas par à coup. On l'a vécu sur le photovoltaïque en France métropolitaine, hein, ça s'est arrêté d'un coup, c'était une catastrophe. Hein. Donc, il faut surtout éviter ce genre de phénomène parce que la filière en souffre derrière. Alors qu'on pourrait aller petit à petit vers un marché naturel. Monsieur Gendre ? Oui, pour compléter, on a un exemple de l'impact de l'arrêt des aides au moment de la sortie de la RT, donc en 2011, la RT spécifique au DOM. Donc la RT imposait le neuf, enfin les chauffe-eau solaires dans le neuf, avec un taux de 50%. Et donc du coup, comme c'était une obligation, on n'était plus censé donner d'aide. Et là, on s'est aperçu que la RT, d'une part, n'était pas appliquée, et d'autre part, plus personne ne mettait de chauffe-eau dans le neuf. Donc on a remis des aides
dans le neuf. On a discuté, alors ça fait l'objet d'âpres discussions avec la DGEC qui considérait qu'on n'avait pas à mettre d'aide. Nous, on disait il faut être pragmatique, si on ne met plus d'aide, il n'y a plus de marché. Donc on a remis des aides avec la promesse de les baisser au fur et à mesure que la RT serait appliquée. Mais, donc on voit vraiment l'impact que ça représente dès qu'on supprime ce niveau d'aide. Est-ce que l'exemple Outre-mer pourrait inspirer la politique française métropolitaine, à votre sentiment? Ce serait bien. C'est-à-dire, il faudrait faire quoi? Bon, c'est vrai qu'il faut replacer dans le contexte. Déjà, le contexte climatique n'est pas le même, d'abord. Ensuite, le contexte énergétique, non plus. Mais vous parliez quand même de volonté politique tout à l'heure. Il faut une volonté politique forte pour effectivement lancer sérieusement des programmes de soutien, pour lancer le marché, quitte à aller ensuite crescendo vers la baisse des aides. Le contexte énergétique est important parce que M. Jean disait tout à l'heure, effectivement, il n'y a pas de réseau de gaz outre-mer. Donc déjà, la concurrence du gaz n'existe pas outre-mer, alors qu'elle existe en France métropolitaine. D'une part. D'autre part, le fait qu'EDF vende à perte à l'outre-mer incite à accompagner l'équipement de chauffe-eau solaire, ce qui n'est pas le cas en métropole. Donc voilà, il faudrait qu'on trouve des mécanismes pour introduire le solaire thermique dans le bâtiment. Donc c'est en plein débat, bien sûr, avec la RE 2020 par exemple. Là où c'est important, je crois aussi, c'est quand on parle de chaleur renouvelable, c'est peut-être pas suffisant, il faut être plus précis. Pour introduire l'obligation peut-être de chaleur renouvelable dans les nouveaux bâtiments, il faut peut-être parler de chaleur solaire, parce que dans le renouvelable, il y a la pompe à chaleur. Donc si on impose la chaleur renouvelable simplement, on risque de se retrouver avec ce qui s'est passé en 2012, avec la RT 2012, à avoir que des ballons thermodynamiques pour l'eau chaude et que de la pompe à chaleur pour le chauffage. Donc il faut être vraiment précis sur les terminologies, évidemment. Merci beaucoup. Oui, moi, je rajouterai deux éléments. Assez différent par rapport à la métropole. En métropole, on a un nombre de poseurs très grand par rapport à un nombre de ballons assez faible. Sur nos territoires, on a très peu d'acteurs, puisqu'en gros, sur chaque territoire, on va avoir entre les plus petits, Guyane et Mayotte, on a à peine 5 acteurs capables de faire plus de 5 chauffe-eau par an. Et les plus gros, on va en avoir 30-40. Donc on a tout confondu, peut-être 200 acteurs pour 40 000 ballons. Donc c'est très faible. Enfin, c'est beaucoup de ballons par acteur. Et du coup, on a des acteurs qui ont industrialisé au maximum la technique. Il y a une forte concurrence entre acteurs. Et il y a une industrialisation qui s'est faite pour essayer d'avoir des ballons les plus optimisés dès le départ. On n'a plus quasiment qu'à les poser. Le ballon arrive, il y a 4 trous à faire dans la toiture, des raccords qui sont là aussi pré-industrialisés. Donc la technique est vraiment poussée au maximum et très rapide. Une équipe de poseurs, en général ils sont 2 parce que le poids du ballon est assez lourd, mais ils font entre 2 et 3 installations par jour. Donc forcément, ça permet d'optimiser les coûts et de rentrer dans ces coûts de 1300 à 2000 euros que l'on peut retrouver. Merci beaucoup. J'espère que ça pourra inspirer quelques décideurs en métropole. Je suis désolé, on n'a pas le temps de prendre de questions. Il y a la pause qui s'impose. Et donc, on va remercier Thierry Gendre et Thierry Desmarais. Vous pouvez discuter avec eux durant la pause et on peut reprendre à 11h35 pour grappiller un peu. À tout à l'heure.